Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 7 décembre 2022 et on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le mug, un mug qui ne va pas être, facile, car nous allons parler, alors pas tout de suite, mais nous parlerons de l'histoire Norman Tavo via un article de Numérama que j'ai trouvé super intéressant, qui fait suite à ce qu'a fait Marion hier. Certains d'ailleurs ont fait « c'est pas de la tech », si, indirectement, c'est du YouTube. C'est des sujets qui nous plaisent et qu'on trouve intéressants, donc on abordera ça. Comment ça va les gens? Comment ça va dans le chat? Pas trop froid? Est-ce que je vous souhaite d'être encore sous la couette au chaud. Est-ce qu'il y en a qui sont encore sous la couette au chaud? Parce que je vais être très très jaloux de vous. Voilà, je vous le dis, je suis jaloux de vous. C'est officiel, voilà. Petite info effectivement pour ceux qui auraient loupé le coche, Jérôme n'est pas là cette semaine, il est au Japon, donc ça c'est pas secret, mais il est là-bas pour un projet très secret. Donc vous aurez des nouvelles en janvier de tout ça, mais et pourquoi il est là-bas, mais voilà, donc pour l'instant, pour cette semaine, j'ai repris les rênes avec Karina, Dina, Léo et tout ça, toute la team, et Cédric aussi, l'homme de l'ombre, de Nowtech, et on gère tout ça, voilà. Tu ne peux pas, je dois encore me faire tester pour le Covid, aïe. Là, je suis pas jaloux de toi pour le coup. Là, pour le coup, clairement pas. Pour être sous la couette, faut faire un mug le samedi. Écoute, tu nous offres 20 subs et on y réfléchit. Et on y réfléchit. Il est parti ouvrir un karaoké. Ben, c'est bon, t'as deviné ce qu'il allait faire. Effectivement. Salut Exalt, salut Mathéoro, salut Pierre-Onimus. T'es avec un enfant malade à côté. Oh, bah bon courage, des bisous à toi et ton gosse, mais de loin. De loin, bien sûr. Voilà, je n'ai pas envie de choper vos miasmes, on est bien d'accord. Toi, t'es sous la couette, camembert, très bien. Très bien. J'espère que tu bouffes pas du camembert dans le lit, parce que c'est pas ouf. Peut-être c'est un peu tu l'amour, peut-être, potentiellement. Je suis jaloux, bah écoute, un de vous, je suis très jaloux. Tu te prépares pour le taf Scooby Media, t'es en TT en parallèle, bah trop cool. C'est pas impossible que d'ailleurs le mug de vendredi, je le télétravaille, celui-là. Aujourd'hui, il fallait qu'on vienne au studio, on a un gros tournage à faire, une grosse vidéo qui se tourne, qui se prépare. Ça non plus, je peux pas dire ce que c'est. Mais vendredi, on verra, il n'y aura peut-être pas besoin de venir tourner des trucs au studio. Donc à ce moment-là, je ferai peut-être le mug depuis chez moi. Ça fera un peu plus de dodo et un peu moins de froid. Voilà, parce que la pluie et le froid parisien, le matin, c'est un peu dur. Voilà. Toi, Mathéo, t'es dans le lit, encore sous la couette, t'as bien de la chance technique. Bonjour à tous, débat chaud mais nécessaire. Ah oui, sur Norman, oui, mais c'est important. C'est important. Je sais que beaucoup disent gna. C'est important parce que je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans ces affaires-là. On a tous un rôle à jouer d'une certaine façon, réfléchir à tout ça. Voilà, je pense. Et c'est lié à la tech, c'est lié à YouTube, c'est lié à nos interactions avec le numérique, avec des célébrités, avec de gros guillemets d'internet, avec plein de choses. Enfin, je trouve que c'est un rapport, c'est quelque chose d'important à analyser, quoi. Mais oui, à gerber, non, mais bien sûr. Non, mais c'est vraiment, c'est plus que très problématique, Norman. C'est vraiment, mais c'était connu, hein. D'ailleurs, je me rappelle, avec ma copine, on avait vu 10%. Je sais pas que vous avez vu 10%, c'est plutôt une série très chouette, qui a bien marché d'ailleurs à l'étranger. Call My Agent, elle s'appelle à l'étranger. Et dans 10%, il y a une scène avec Norman, et même à ce moment-là, je me rappelle avoir dit à ma chérie, elle est hyper gênante cette scène, parce que c'était Norman, et il y avait une espèce d'adolescente qui était super fan de Norman et qui arrêtait pas de le coller, et j'étais là. Est-ce que vous êtes sûr que c'était une bonne idée? Mais bon, à l'époque, j'imagine, au tournage, il n'y avait pas encore
d'histoire, j'imagine. Mais à part cette séquence, oui, 10%, c'est très bien. Voilà. Il n'a pas une femme et un enfant. Si, donc c'est encore plus compliqué. Ouais, mais bon. Au boulot, dehors, en montagne, un peu frais. Trop cool, Eric VS Razor. Tu fais quoi? Au boulot, dehors, en montagne. Tu fais quoi? T'es peut-être sur les pistes de ski? Je sais pas. Putain, est-ce qu'il y en a qui nous écoutent au ski? Moi, j'aime pas trop hein, le ski. Je suis pas un gros fan, mais je comprends le plaisir je comprends le plaisir. Voilà, le plaisir de la montagne et du soleil et de la neige. Je peux vous donner un poil à granuler. Non, ça va, technique. Tu m'écoutes depuis Istanbul. Oh, j'y suis allé, Istanbul. J'ai eu cette chance énorme dans une école, parce que j'ai fait une école publique. Et même à l'école publique, au collège public, il y a un prof qui se démenait pour que tous les ans, une classe d'art plastique aille à Istanbul, en Turquie. Et donc c'était avant Erdogan et tout, avant que ça soit un peu compliqué. Et c'est un de mes voyages préférés. J'ai eu de très très beaux souvenirs. On avait un correspondant qui s'appelait Tudjan, je crois. Ouais, Tudjan, et je me rappelle d'ailleurs, ça s'écrivait Tugkan. Donc j'ai exprès regardé comment ça se prononçait pour comprendre. Enfin, pour le prononcer correctement. Et non, c'était chouette et j'en ai un très beau souvenir. Voilà. T'es aux arcs, ouais d'accord, oui, t'es bien en... Ah, y en a qui sont au ski, ouais. Courage aux cyclistes, sur le vélo pour aller au boulot, bah, bon courage à toi. J'aime pas trop le ski de droite. Salut Flanflon. Salut. Merci Not Smudge, merci Sorcier, merci et merci à tout le monde d'avoir pris un sub. Merci à Tom aussi qui a pris un sub il y a 23 heures. Merci beaucoup. Salut Nico, salut Mathieu, bonjour à tous. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans le mug. Teçeko Ederim, je sais plus ce que ça veut dire en turc. Moi je connaissais en turc Tuvalet Nerede, qui veut dire où sont les toilettes. Voilà, c'est la phrase que j'étais trop fier de connaître cette phrase. C'est de droite de pas aimer, me dis pas ça. Je sais pas. Faire Jess. Je sais pas. Bref, écoutez. On va démarrer les articles. Petit récap, petit sommaire rapide. Alors attendez, ça va forcément bugger. Tac. On va mettre ça comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche? Ouais, très bien. Donc petit sommaire rapide des articles du mug aujourd'hui, on fait ça pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester pendant toute l'émission. Nous allons parler de Nikon et Panasonic qui abandonnent les appareils photo compacts tués par le smartphone. Bon, c'est pas une news qui est très surprenante, mais on en discutera ensemble. On va ensuite parler, donc c'était un article de Frandroid, on va parler d'un article de Capital sur les données personnelles vers des amendes d'ampleur à l'encontre de Meta et surtout des évolutions dans la régulation européenne qui vont poser de gros problèmes à Meta et donc Facebook. Donc on en discutera. On parlera de cet article assez difficile qui pose un débat quand même, je trouve qu'il pose un débat intéressant sur la responsabilité, s'il doit y en avoir une, de YouTube par rapport aux vidéos de Norman, de Dirty Biology. L'article parle aussi d'Experiment Boy. Alors pour ceux qui le suivaient à une époque et qui se sont demandé ce qui s'était passé, oui, Experiment Boy aussi a été est-ce qu'il a été condamné? Je sais pas, mais il a été accusé effectivement de corruption de mineurs, il me semble, peut-être pire que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, Experiment Boy a fait partie d'une première vague de youtubeurs qui ont été call out, je sais pas comment on peut le dire en français, qui ont été mis dans la sauce, a priori à juste titre. Donc on va discuter de tout ça, hein. Gardez votre avis pour le moment où on parlera de cet article, mais je trouve que le débat que pose Marie Turcan sur Numérama est assez intéressant. On avancera. Le premier pas vers le tribunal populaire. Alors, TD9B, tu es un BG, calme-toi. On en discute ensemble après. Tu verras que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Nous discuterons de Samsung Wallet parce que à chaque fois on dit oui, mais vous faites que du Apple. Eh bien non, on parle un peu de Samsung aussi. Samsung qui se met au niveau d'Apple et de Google. C'est assez intéressant. On parlera d'Adobe, ou Adobe pour le prononcer correctement, qui prend position en ce qui concerne les images faites par des IA.
vous verrez que, donc c'est un article de JDG, vous verrez que leur position, de mon point de vue, est une position qui les arrange bien parce que ça permet de gagner plus d'argent. Mais on en discutera ensemble. Si on a le temps, parce qu'on a quand même des gros sujets, si on a le temps, on parlera du fait qu'Apple Music a lancé un mode karaoké, Apple Music Sing. Ça, Flonflon, ça peut peut-être t'intéresser pour le coup, un mode karaoké sur Apple Music. Même, je sais plus si t'es sur Apple Music. Oui, si t'es sur Apple Music pour ta conso perso, il me semble, de musique. Et une petite brève aussi qu'on fera si vraiment on a le temps. Rappelez-vous, c'était lundi ou la semaine dernière, j'avais parlé des robots tueurs de la police de San Francisco. Sur le fait que ça faisait débat. Eh bien, la police de San Francisco a fait marche arrière. Et pour l'instant, ces robots tueurs n'ont pas été autorisés. Parce qu'il y a effectivement de bonnes raisons d'être précautionneux quant à cette question des robots tueurs. On parlera ensuite de notre merveilleux sponsor Shadow, le PC dans le cloud. Point d'exclamation Shadow dans le chat si vous voulez profiter de moins 10 €, mais on en reparle tout à l'heure, moins 10 € sur votre premier mois. Et je rappelle que c'est sans engagement, donc n'hésitez pas à tester Shadow. Moi d'ailleurs pour le coup, alors, vraiment c'est pas du tout anticipé pour, mais hier je me suis mis Shadow sur l'Apple TV. Je savais pas que l'appli Shadow, c'est Jérôme qui me l'a appris il y a une semaine, je crois, qu'il y avait une appli TV Shadow qui fonctionnait, je savais pas du tout. Et j'ai pu jouer tranquillou à Slay the Spire sur la télé avec une manette Xbox, ça marche très très bien. Et j'ai été agréablement surpris, parce que ça me permet de jouer à des jeux PC sur la télé, et c'est très cool. Voilà, c'est tout. Donc je voulais partager ça. Si vous avez des Apple TV, Shadow est totalement compatible. Et on terminera l'émission, et c'est ça que je trouve intéressant. Marion a parlé hier de ChatGPT. Oui, trop drôle, GPT, prout. Bon, voilà, j'anticipe des commentaires dans le chat. J'ai un peu aussi 5 ans et demi. On va en reparler parce qu'il y a un autre article de Numérama qui montre que si on est un peu malin, on peut détourner l'usage de ChatGPT pour rédiger des arnaques. Et surtout, je voulais qu'on s'amuse un peu en tartine de cette émission à utiliser ChatGPT. Et je voulais qu'on s'amuse parce que j'ai testé des trucs sur ChatGPT. Moi, ça m'a fait hurler de rire. Je verrai, parce que mon humour n'est pas un humour universel, mais j'ai testé des trucs. Et j'ai été très surpris que ça fonctionne. Donc vous me direz si vous êtes tout autant surpris que moi. Mais je peux pas vous le dire maintenant. Vous êtes obligé de rester jusqu'au bout de l'émission. Et ça, c'est chiant. Mais vous verrez que j'ai demandé des trucs à ChatGPT et j'ai trouvé ça assez rigolo. Je peux juste dire que c'est lié à YouTube. Voilà. C'est juste lié à YouTube. Et c'est tout ce que je peux dire. Je vous propose qu'on attaque sur le Kawa. C'est parti. Alors, nous allons donc commencer par parler de... Et merci pour vos subs, merci Cybersimple, merci Valotaku, Notsmudge, merci pour vos subs, merci du soutien les gens. C'est très important pour nous. Si vous pouvez nous soutenir, c'est évidemment très important, car... parce que voilà... Parce que c'est cool. Parce que ça permet de créer de l'emploi. Je ne serai pas là sans vous. Alors... Nikon et Panasonic abandonnent les appareils photo compacts tués par le smartphone. Sans grande surprise, Panasonic et Nikon annoncent tirer un trait sur le développement de nouveaux appareils photo compacts. Autrefois crucial pour leur activité, ce marché s'est volatilisé face à l'avènement de smartphones dotés de modules photo toujours plus efficaces. Moi, alors je sais pas vous, mais moi ça me fait un petit pincement au cœur quand même de voir les appareils photo compacts être abandonnés. Alors c'est normal, hein, mais moi j'ai des souvenirs notamment avec mon papa. De voyages où il prenait des photos avec des appareils photo compacts et énormément de souvenirs avec mon père et on va dire avec mes parents ont été shootés avec des appareils photo compacts. Donc c'est vrai que peut-être parce que j'ai un peu d'histoire personnelle là-dessus, mais ça me fait un petit truc, je vais pas vous mentir, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet article. J'ai beaucoup de photos qui ont été prises avec ces appareils là, donc pour moi c'est pas anodin. Voilà, je le dis, ça me touche. C'était un gros marché, ça ne l'est plus. Les japonais Nikon et Panasonic ont annoncé la semaine dernière suspendre le développement d'appareils photo compacts, tout du moins sous leur marque phare, précise Nikkei Asia.
Cette décision prévisible intervient alors que ce secteur a été ravagé par l'avènement des smartphones. On estime notamment que 97% du marché des appareils photo compacts a été grignoté au fil des années par les smartphones et leurs capteurs photo toujours plus performants. Alors ouais, moi aussi, un truc dont je me suis rendu compte, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends mais vraiment de moins en moins d'appareils photo avec moi pour faire de la photo amateur. Et je le fais beaucoup au smartphone. Et j'ai presque une certaine fierté de faire de jolies photos avec les limitations du smartphone. Voilà. Je trouve que c'est très gratifiant d'arriver à faire des photos un peu sympas, uniquement au téléphone. Voilà. Il y a peut-être un peu d'ego là-dedans, je ne sais pas, ça se discute. Mais je suis content, je suis content d'exploiter le téléphone au maximum. C'est pour ça que je suis très content des derniers smartphones, des capteurs 48-50 mégapixels, dans le sens où ça me permet de cropper dans les images, j'ai beaucoup plus de flexibilité dans une photo. Parce que un des gros défauts que je reproche au smartphone, c'est que le meilleur capteur, c'est le capteur grand angle. Et le 24 mm, enfin un équivalent 24 mm pour shooter des photos, grand angle, c'est pas une longueur focale que j'aime beaucoup, c'est pas un angle de vision que j'aime beaucoup, pour essayer de parler dans des termes plus simples pour ceux qui sont pas trop photos. Donc le fait de pouvoir cropper, de pouvoir zoomer sans perdre en qualité, pour moi c'est super important. Et aujourd'hui on peut avoir des équivalents 50 mm, donc un équivalent, c'est moins grand angle, un peu plus téléphoto, un peu plus zoomé dans l'image. C'est très cool pour moi. Voilà. C'était une grosse digression, on va revenir au sujet. Les deux marques veulent désormais concentrer leurs efforts sur le développement et la commercialisation d'appareils hybrides plus rentables, car plus populaires. Je dis plus pour pas qu'il y ait de confusion. Plus 31% d'expéditions entre 2020 et 2021 grâce à leur boîtier plus léger. Ah ouais, plus 31% d'expéditions entre 2020 et 2021, c'est peut-être le confinement aussi. Hein. Les gens ont eu besoin de se filmer chez eux. Enfin, il y a peut-être tout un tas de raisons aussi. Hein. Bref, à voir si en 2022, c'est la même chose. Grâce à leur boîtier plus léger, plus compact et moins fragile que les modèles réflexes. Nikon avait d'ailleurs annoncé en juillet mettre un terme au développement d'appareils photo réflexes, une décision également prise par d'autres acteurs du marché, dont Canon. Effectivement, le réflexe, c'est en déclin aussi. Pour remettre les choses en perspective, Nikkei Asia rappelle que 110 millions d'appareils photo compacts avaient été distribués à travers le monde en 2008. En 2021, ce n'était plus que 3,01 millions d'unités, donc c'est moins 97% en 13 ans. C'est énorme. Ces produits représentaient toutefois encore 36% des expéditions d'appareils photo, toutes sortes confondues en 2021. Donc un tiers des appareils photo sont encore des compacts. Mais attention, le marché, c'est probablement quelque chose qui est très lié au marché asiatique et peut-être beaucoup moins au marché européen et américain. Les asiatiques, alors très généraliste de dire ça, mais le marché asiatique dans la photo, le marché asiatique a un rapport à la photo qui n'est pas le même que les marchés européens et américains. Et ça, il suffit d'avoir vu des magasins de tech au Japon, notamment. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Tokyo, l'énorme chance d'aller à Tokyo et d'aller dans des magasins genre Big Camera et ce genre de magasins. On n'a pas le même rapport à la photo. La quantité astronomique de boîtiers, d'objectifs et tout au Japon est hallucinante. Et il y a encore vraiment ce côté très photo, très compact. Il y a un grand attachement à ça. Ce qui est vraiment moins le cas en Europe et aux États-Unis. Un chiffre qui devrait notamment baisser à l'avenir puisque Nikon et Panasonic jettent l'éponge. Les pourcentages ne veulent rien dire sans chiffres. Les chiffres ont été précisés. Oui, c'est beaucoup plus culturel la photo chez eux. Nous aussi, c'est culturel, mais on n'a peut-être pas le même rapport au boîtier. Enfin bref. Notons que Panasonic n'avait plus lancé d'appareil compact depuis 2019. Nous avons cessé de développer de nouveaux modèles qui peuvent être remplacés par un smartphone, a confirmé Nikkei, un porte-parole de la marque. Même combat ou presque du côté de Nikon. Même si la firme continue de proposer 2 modèles dotés d'objectifs haute performance sur sa gamme Coolpix, un nom que j'avais pas entendu depuis très longtemps, Nikon explique néanmoins suivre de près les tendances du marché pour s'en tenir à des volumes de production parcimonieux. Attention Guillaume, le Japon a un rapport particulier par rapport au reste de l'Asie, les Coréens utilisent aussi beaucoup leur smartphone. C'est le Japon spécifiquement? Ok. Je croyais que c'était l'Asie en général, mais c'est peut-être plus le Japon. C'est pas impossible. Merci pour la précision Fabrice. Comme le rappelle Nikkei Asia, Panasonic et Nikon suivent les traces de Fujifilm ou encore Casio qui avaient choisi d'arrêter les frais en matière d'appareils photo compacts entrée de gamme.
Sony s'accroche, mais pour combien de temps? A l'inverse, Canon continue pour l'instant d'en produire, sans toutefois avoir introduit de nouveautés dans sa gamme XI depuis 2017. S'il n'a pas lancé de nouveaux modèles compacts depuis 2019, Sony axe pour sa part sa communication sur les capacités de ses modèles en vidéo. Je pense que c'est une stratégie intéressante qu'a Sony, c'est les boîtiers d'ailleurs qu'on utilise, c'est le boîtier qui est ici, hein, le ZV-10, si je dis pas de bêtises, qui est un bon boîtier effectivement pour streamer et tout ça. Mais se pose la question, est-ce que vraiment ces boîtiers fonctionnent? C'est une question qu'on s'est posée avec Jérôme, parce que ce sont des boîtiers très corrects effectivement pour faire du streaming et de la vidéo YouTube. Le piqué est bon, enfin il est plutôt bien. Mais j'aurais envie de dire que, parce qu'il coûte environ entre 800 et 1000 euros, est-ce que c'est suffisant face aux capacités vidéo des smartphones qui deviennent de plus en plus meilleures et pratique surtout? Je ne sais pas. Je sais pas si le ZVE10 boîtier compact va vraiment survivre dans le temps. Je sais pas du tout. Mais effectivement, Sony voilà, cible les vlogueurs. Mais pareil, le vlogging, c'est pas un truc... c'est un peu mort en fait. Sony a un peu sorti les appareils photo pour vlogueurs au moment où le vlogging était un peu déjà passé de mode. Donc je sais pas. Voilà pour effectivement cet article sur les appareils photo compacts. Je vais vous lire un petit peu dans le chat. Je viens d'acheter un Sony Alpha 7 IV, c'est une dinguerie. Ah oui, non mais l'Alpha 7 IV, là on n'est pas sur du compact, c'est un super appareil vidéo et photo. Si le marché réduit, les fabricants qui resteront feront des ventes quand même. Ah mais c'est sûr qu'être le dernier sur un marché est aussi économiquement pas si con. Pas si bête, clairement. Rico, jamais ils en parlent. Rico, je crois que c'est un petit acteur aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Au Japon, ils ont encore des fax. Oui, ça c'est connu. Coolpix, c'est vraiment un nom qui sent les années 2000. Hein, on est d'accord. Hein. Il a une odeur années 2000, le mot Coolpix. Avec l'aspect pratique, léger et toujours sur soi du smartphone, ça n'a rien d'étonnant, sauf pour les aficionados du réflexe. Ah, mais c'est évident que les compacts ne pouvaient pas survivre face au smartphone. C'est évident. Et en fait, maintenant, même un smartphone entrée de gamme a une qualité photo qui est très très comparable à un appareil photo compact, entrée de gamme. Les chiffres égalent de 110 à 3. Ouais. Tic 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 tic. Ça rappelle les Kodak jetables avec la molette bien bruyante. Ouais, le cric cric cric. Mais ça c'est un souvenir aussi, hein, les appareils photo. Les appareils photo jetables. Le Fuji X100 c'est fixe en 35 mm. Ouais, mais moi j'ai un X100V et je le trouve vraiment vraiment génial. Mais tu vois, même mon Fuji X100V, je me rends compte qu'aujourd'hui je l'utilise moins que mon smartphone, quoi. Il a un rendu photo qui est très chouette, mais c'est un encombrement. Même petit, c'est un encombrement. Par contre, j'ai vu d'ailleurs que le Fujifilm X100V ne se trouvait plus trop. Donc mon Fuji prend de la valeur. J'ai un réflexe mais je le sors jamais car c'est lourd et compliqué à utiliser. Il n'y a pas photo sur la qualité versus mon iPhone 11 Pro. Ah non mais bien sûr, pour l'instant les appareils photo professionnels, les boîtiers professionnels ont encore une qualité vraiment un cran largement au-dessus, et surtout ils te permettent de changer la longueur focale avec des objectifs. Maintenant, le reproche que je fais au boîtier, c'est que je trouve qu'ils mettent pas assez l'accent sur l'IA, sur ces capacités-là, quoi. Alors le Sony A7 IV, si, le Sony A7R IV notamment, on en a parlé dans le mug, lui il prend en compte quand même l'IA, la détection des yeux, des visages et tout, mais je veux dire le traitement algorithmique de l'image, je trouve que c'est pas encore au niveau d'un smartphone. Les smartphones sont meilleurs en traitement algorithmique des images aujourd'hui. En fait, le smartphone va arriver à te tirer une photo très bien d'une base très naze. Là où un appareil photo classique, un boîtier, en fait, il a l'optique, il a la lumière qui rentre, il a tout. Donc, en fait, il va te générer une photo. Et pas physiquement, comme il y a de la lumière qui rentre, la photo va être en RAW, mais avoir une qualité de base correcte. Et après, tu la travailles. Là où un smartphone doit vraiment se dépatouiller pour enlever du bruit numérique, pour enlever enfin voilà, pour remonter les basses lumières, mais arriver à combiner plusieurs photos en même temps pour choper le moins de pète de lumière, ce que ne fait pas un boîtier professionnel. Un boîtier professionnel va pas fusionner des images, va pas faire de deep fusion ou ce genre de choses. Il va prendre une image, bam, brute d'un coup, et après vous la bossez. Voilà.
Euh, Mon premier appareil numérique, je suis passé au réflexe qu'en 2007. Ouais, mais même les réflexes sont moins performants que des hybrides. Alors, je parle moderne, hein. On s'entend bien. Ouais, je sais que le Fujifilm X100V est un appareil photo qui buzz. Ouais, apparemment, sur TikTok, c'est un truc, il y a plein de gens qui en parlent. Ouais. Je kiffais trop mon petit compact. Ouais, mais normal, Flanflon, on a tous un petit attachement, je pense. Bon, voilà, pour ce petit article, je trouve que c'est un bon petit préambule à Smug. Un réflexe, ça fait quand même du HDR, même si je déteste ça. C'est possible. Là, j'avoue que j'ai pas assez manipulé de réflexes dans ma vie. J'ai tout de suite été à l'hybride, moi. Un smartphone donne des photos avec moins de dynamique qu'un mirrorless. Je pense que ça dépend de la situation. On va dire que généralement, oui. Petit Jean Lecourt. Généralement, oui. Maintenant, moi, je trouve certaines situations en basse lumière où tu peux pas. En fait, typiquement, un exemple que je trouve intéressant, c'est qu'en très basse lumière, au smartphone, tu peux arriver à générer une photo plutôt nette et à main levée. Je précise bien à main levée. Ce qui est souvent plus difficile avec des boîtiers professionnels si tu as vraiment très peu de lumière. Alors, certains boîtiers, typiquement la gamme S de Sony, des Alpha de Sony, peut se démerder. Mais globalement, quand tu as peu de lumière, à main levée, tu fais pas grand-chose. Parce que si tu mets un shutter speed, en gros, si tu mets une vitesse d'obturation, enfin à main levée, tu es obligé de mettre une vitesse d'obturation très 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 courte. Enfin, en gros, il faut que la photo soit prise le plus vite, plus instantanément possible. Mais dans ce cas-là, tu chopes très peu de lumière. Et donc, dans cette situation, je trouve aujourd'hui, globalement, les smartphones meilleurs. Voilà. J'ai toujours le stéréotype que les compacts, c'est dur à déclencher. On appuie sur le bouton pendant trop longtemps pour que ça se déclenche versus l'instantanéité du smartphone. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as vu le prix du X100V ouais, il a bien augmenté. Bon, après, moi, pour l'instant, je compte pas spécialement le revendre et j'ai pas du tout prévu de faire de la spéculation dessus. Mais oui, le X100V, il est. En fait, aujourd'hui, il se vend d'occasion au prix du neuf. Voilà. Alors que le boîtier, il a 2 ans, un truc comme ça. Ah, toi, Briffon, t'as revendu ton GH5 et l'ensemble de tes objectifs. Après, j'imagine que ça veut dire que t'avais pas un besoin de tourner des vidéos un peu pro et tout, parce que je dirais que si tu fais du YouTube, aujourd'hui, pour l'instant, un smartphone ne contrebalance pas la qualité optique d'un GH5. Mais c'est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait presque sur Nowtech tourner des vidéos à l'iPhone. Presque. Il y a beaucoup de plans qu'on fait déjà à l'iPhone. En fait, les plans qu'on fait, c'est des plans de dernière minute quand on n'a pas trop le temps. Et surtout, on fait à l'iPhone des plans où on a besoin que le focus soit performant. Notamment, par exemple, si on va filmer un certain type d'objet, ça peut arriver qu'on ait besoin d'un... si on a besoin de filmer une scène où il va y avoir un mouvement d'un objet assez rapide, typiquement des allers-retours en avant, en arrière, typiquement, le smartphone sera meilleur, en fait. On aura un moins joli piqué, on aura une image moins piquée, moins sympa, mais on aura quelque chose de net. Vous voyez ? Donc, oui, je l'ai le X100V, moi, Flonflon, ouais. Tu vois, typiquement, si je fais ça, ça fait... Sony est meilleur là-dessus. Sony, tu vois, tu t'approches ta main, tu l'enlèves, tu l'approches, tu l'enlèves. Pour le coup, c'est... Nous, on shoot avec du Pana. Et Pana, par exemple, n'est pas capable de faire ça. Hein. Pana, tu fais ça, il pète un câble. Hein. Il fait... Même là, hein, normalement, ouais, sur le A7 IV, le focus marche très très bien, quoi. J'étais pas pro, c'était du pur plaisir. Ouais, c'est pour ça. En fait, si vous n'êtes pas professionnel, vous avez presque plus besoin de... C'est presque, je vous conseillerais plus, si vous avez de l'argent à dépenser, d'acheter un dernier Samsung, un dernier iPhone, un dernier Pixel de Google, un dernier Xiaomi, Vivo, enfin peu importe la marque, plutôt que de vous prendre un boîtier photo. Hein. Vous serez bien plus heureux. Bon, on va peut-être avancer, parce qu'il est 8h29. Oh, oui, on va vraiment avancer. On va parler de Meta. Tac. Nous allons parler de Meta et des amendes qui pourraient arriver à l'encontre de Meta. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le groupe de Mark Zuckerberg pourrait écoper de nouvelles sanctions de la part du régulateur européen des données personnelles.
Excusez-moi, je me resserre un petit peu d'eau chaude. J'ai prévu, hein, vu qu'il fait froid dans le studio, ça c'est vraiment papy est là quoi. J'ai prévu la petite bouilloire d'une marque exceptionnelle bien sûr, de la marque Brandt, on n'est pas du tout sponsor. Et regardez ça, je me suis prévu, voilà, le petit truc, on va faire un petit peu d'ASMR. Hop là. Hop, petite boisson chaude, on est là, on est bien, avec une petite tisane bio là, quel bonheur, quel plaisir. Et comme ça, petite boisson chaude pour me réchauffer, ça régale. Salut Amandine, comment tu vas? Non, c'est du tisane, pas du thé. J'essaie de pas abuser vu que j'ai bu du café là avant de démarrer l'émission, j'ai pas envie d'abuser de théine et de caféine. Voilà. Tu as la petite couverture, mais bien sûr. Ah mais ça c'est le lore, ça c'est là. Mais bien sûr, mais évidemment. Attendez. Mais évidemment que la couverture est là. Mais bien sûr. Il fait trop froid. Franchement, il fait beaucoup trop froid pour pas avoir de couverture. Là, je suis bien. Honnêtement, je suis bien et je suis bien parce que vous êtes là aussi. Et ça quand vous êtes là, les gens dans le chat, moi ça me régale, moi ça me régale. Merci Geek Comos du sub, merci Camille, merci Erix versus Razor. Merci pour vos subs, les gens. Merci beaucoup. Vous voyez, je dis que j'ai une couverture et vous subez. Voilà, c'est QFD. Voilà. J'ai pas les pantoufles, non, pour le coup. J'ai pas les pantoufles. Alors, avançons. On est un petit peu en retard déjà. Donc, je refais l'intro. Le groupe de Mark Zuckerberg pourrait couper de nouvelles sanctions de la part du régulateur européen des données personnelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le régulateur européen des données personnelles a adopté mardi 6 décembre 3 décisions contraignantes qui pourraient mener à des amendes d'ampleur contre le groupe Meta, accusé par une association de défense de la vie privée de contourner la réglementation. Ah bon? Ces décisions, qui abordent des questions juridiques importantes, n'ont pas été dévoilées, selon un communiqué du Comité européen de la protection des données. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais, d'après le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, cette décision remet en cause la base légale sur laquelle Meta se fonde pour monétiser via la publicité ses plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp et demande une sanction financière substantielle. Dès lors que les décisions auront été notifiées à l'autorité irlandaise de protection des données, chargée de contrôler le groupe américain en Europe, celle-ci aura 1 mois pour présenter un nouveau projet de sanctions. Donc il y a des sanctions qui arrivent. Pour Meta, les décisions adoptées mardi ne sont pas la décision finale et il est trop tôt pour spéculer. Peut-être qu'ils vont essayer de faire appel, je ne sais pas. Le RGPD autorise plusieurs bases juridiques en vertu duquel les données peuvent être traitées. Aucune ne doit être considérée comme meilleure qu'une autre, a-t-il ajouté. Alors, selon l'association de défense de la vie privée NOIB, à l'origine de 3 plaintes contre le groupe, Facebook affirme depuis l'entrée en vigueur en mai 2018 du règlement général, donc du RGPD, que le traitement des données personnelles de ses utilisateurs, y compris à des fins de publicité, est indispensable au bon fonctionnement de ses services. Mais en fait, la réalité, cette pub est très perturbante. Facebook essaye de priver les utilisateurs de nombreux droits du RGPD en réinterprétant le consentement comme un simple contrat de droit civil. En gros, c'est ça. En gros, ce qu'on reproche à Facebook, c'est qu'ils essayent de douiller le RGPD en transformant votre consentement en contrat. En contrat dans lequel vous autorisez à ce que Facebook traite vos données à des fins publicitaires. Alors qu'en fait, le RGPD, normalement, vous permet de dire non, je ne veux pas que mes données soient traitées à des fins publicitaires. Normalement, le RGPD vous l'autorise. Merci Encodrook56 pour ton sub. Cette décision est un coup dur pour les profits de Meta dans l'Union européenne. Il faut maintenant demander aux gens s'ils veulent que leurs données soient utilisées pour des publicités ou non. Voilà, c'est ça le big changement actuellement. Salut Trafandir, bienvenue à toi. Donc le gros changement, c'est ça. Il faut maintenant demander aux gens s'ils veulent que leurs données soient utilisées pour des publicités ou non. C'est un gros changement pour Facebook, WhatsApp et Instagram. Parce que jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à cette décision et son application, vous l'aviez dans l'os, quoi. Vos données étaient utilisées pour de la publicité. Cette décision garantit également des conditions de concurrence équitables avec les autres annonceurs. Mais bien sûr, on est aussi dans une question de concurrence, parce que Facebook, là, pratique des formes de concurrence déloyale. Il force des choses que le RGPD ne permet pas. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres entreprises qui sont compatibles RGPD. Facebook ne l'est pas, donc Facebook a un avantage concurrentiel notable. Si la décision de l'Union européenne est maintenue, cela aura un impact considérable sur les revenus de Meta en Europe.
Sa capacité à vendre les activités de ses usagers va être lourdement handicapée. En France, en 2022, les recettes publicitaires du groupe californien devraient plonger de plus de 10% à 2,19 milliards de dollars. L'entreprise souffre notamment de l'inflation et aussi de changements réglementaires imposés par Apple depuis iOS 14.6, si je dis pas de bêtises. On en a déjà parlé beaucoup. Meta va se battre vigoureusement pour défendre ses activités, mais ça c'est normal. Ce qui est intéressant aussi pour conclure l'article, c'est que le groupe Meta a provisionné 3 milliards d'euros, donc ils ont prévu 3 milliards d'euros pour d'éventuelles sanctions européennes en 2022 et 2023. Voilà, donc ils ont déjà mis de l'argent de côté pour anticiper effectivement ces changements de régulation. Voilà, voilà pour cet article de Capital sur Meta. Après Papy Gagné du JDG, voici Papy Mug, exactement. Vous voyez, c'est pas le plus vieux, le plus papy. Hein, quand on vous dit que faire des blagues sur l'âge, c'est gna gna gna. Quoi, on n'a pas de chauffage? Si, il y a du chauffage sur Newt, mais c'est les apparts parisiens, tu sais, c'est des passoires. Hein. Les bâtiments et les apparts parisiens, c'est des passoires. Voilà. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent ciblage publicitaire et quantité de pub. Ouais. Je sais pas si c'est exactement le problème de cet article. Le problème, c'est plus que Meta n'est pas clair sur comment tes données sont utilisées. C'est surtout ça, en fait. Je vous propose qu'on avance. C'était un petit article et il est déjà 8h36. On va avancer et on va parler du sujet donc le plus compliqué de ce mug. Sur Norman, donc Norman Tavo, Norman fait des vidéos, Léo Grasset, donc Dirty Biology, Experiment Boy, pourquoi YouTube ne sanctionne-t-il pas les YouTubeurs? Donc, voilà, je vous dirai dans le chat, hein, ça va être un débat qui est un peu houleux, un peu compliqué. Voilà, essayez d'attendre au moins d'avoir écouté l'article avant de donner votre avis, et on en discute ensemble. Voilà. Plusieurs youtubeurs français connus ont été accusés de faits allant du harcèlement sexuel au viol, en passant par la corruption de mineurs. YouTube dispose d'outils pour réagir. La plateforme, tiraillée entre plusieurs injonctions contradictoires, brandit des règles universelles pour justifier ses décisions cas par cas. Pour l'instant, elle n'a pénalisé aucun des vidéastes mis en cause depuis 2020 pour des faits présumés en dehors de sa plateforme. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'univers du YouTube français. Norman Tavo, le célèbre vidéaste, a été placé en garde à vue pour des accusations de viol et de corruption de mineurs. Le 5 décembre 2022, Marion en a parlé hier. La garde à vue a été prolongée le lendemain. La procédure fait mention de 6 plaignantes et d'une enquête ouverte en janvier, soit 11 mois plus tôt. Voilà. Sur YouTube, Norman est probablement l'une des plus grandes références, enfin oui, on le sait, il est connu. La plateforme vidéo qui appartient à Google est indissociable de l'activité de l'humoriste, qui s'est fait connaître grâce à elle et dont il tire une partie de ses revenus depuis une décennie. En gros, ce que dit Marie, hein, ce que dit l'auteur de l'article, c'est qu'effectivement, d'une certaine façon, YouTube et Norman, il y a un lien. Je suis plutôt d'accord. Maintenant, il y a des choses dont je ne suis pas spécialement d'accord dans l'article, mais on va en discuter ensemble. Je trouve que le débat est super intéressant. Et en fait, vous verrez que dans cet article, j'ai pas non plus personnellement un avis 100% définitif sur la question. Voilà, j'ai pas d'avis concret, mais on va en discuter. Interrogé par Mediapart, YouTube France aurait expliqué ne pas exclure de prendre des mesures dans le cas où le comportement d'un créateur sur YouTube ou en dehors nuit à leurs utilisateurs, leur communauté, leurs employés ou leur écosystème. Néanmoins, cette réponse fait partie des réactions habituelles de la plateforme. Oui, c'est très conditionnel. Elle ne cible pas de vidéastes en particulier et ne garantit aucune action concrète. De facto, YouTube n'est, en effet, jamais contraint d'expliquer publiquement l'une de ses décisions. On en a déjà parlé de la présomption d'innocence. Attendez d'écouter l'article en entier, parce que comme le dit FR Jess, elle a raison. Je sais que dans le chat c'est compliqué à entendre pour certains, parce que je comprends le sacro-saint principe de présomption d'innocence, qui est un principe qui est très important. Mais il y a deux choses à bien séparer. Comme le dit FR Jess, et elle a vraiment raison de le dire comme ça, il y a le jugement légal d'une affaire, et donc dans ce cas-là, il y a bien sûr une présomption d'innocence, mais il y a aussi un jugement moral, et vous ne pouvez pas empêcher les gens d'émettre un jugement et de condamner, même verbalement, même publiquement, les agissements de quelqu'un, quand bien même cette personne n'a pas été encore condamnée.
Voilà, les gens ont le droit d'avoir un avis. On en discute après. YouTube a déjà des règles pour sanctionner des youtubeurs pour des comportements hors ligne. Alors, officiellement, voici la réponse que YouTube fournit. Nous considérons le harcèlement sexuel sous toutes ses formes comme inacceptable, quand même bien sûr. Si un contenu approprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo et ou les commentaires. Conformément à notre règlement, nous pouvons aussi clôturer les comptes concernés. Pour des comportements en dehors de notre plateforme, nous conseillons fortement aux victimes de se manifester auprès des autorités policières ou judiciaires compétentes, indique le communiqué fourni à Numérama. La plateforme dispose d'une page spécifique officielle qui définit ce qu'elle appelle la responsabilité des créateurs. C'est intéressant, là vous apprenez des trucs du fonctionnement de YouTube. C'est cette page qui, pour le cas de Norman Tavo, nous intéresse. Elle résume bien les cas dans lesquels YouTube peut se saisir. Je cite: certains comportements sur la plateforme et ailleurs peuvent également être considérés comme inappropriés et entraîner des sanctions. Par exemple, on trouve la participation à des actes abusifs, violents ou cruels. Ces règles ne sont pas spécifiques à la France, il existe même une vidéo en anglais publiée en 2021 par YouTube qui en résume les grandes lignes. Donc, vous voyez, dans les règles de communauté YouTube, ils le disent de facto. Si nous constatons que le comportement d'un créateur nuit à nos utilisateurs, nous pouvons adopter des mesures. Participation à des actes abusifs, violents ou cruels. Les cas graves de non-respect causant un préjudice important peuvent entraîner des sanctions. Et ils le disent que ça soit sur la plateforme, c'est écrit ici. C'est écrit au milieu enfin, vous voyez pas mon curseur, mais en gros, il y a marqué certains comportements sur la plateforme et ailleurs peuvent être considérés comme inappropriés. Donc, là, pour le coup, YouTube s'est un peu foutu tout seul dans un bourbier. C'est qu'en disant que les comportements hors YouTube peuvent être sanctionnés sur YouTube, pour moi, ils ont ouvert une boîte de Pandore qui est un peu étrange. Alors, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Hein. En plus, ils restent très évasifs. Mais dans ce cas-là, c'est normal que des gens disent, bah YouTube, est-ce qu'il faut agir ou pas? Est-ce que YouTube peut agir? Voilà. Donc Norman Tavo est accusé de viol et de corruption de mineurs par plusieurs femmes, des faits de nature criminelle, c'est là on le rappelle, hein, c'est nature criminelle, c'est pas du délit, qui sont sévèrement punis par la loi. YouTube France s'est donc saisi, comme l'a confirmé la plateforme à Numérama, pour analyser la situation afin de déterminer si, selon ses règles d'utilisation, elle avait matière à agir. Comme l'a expliqué Mediapart, la plateforme de vidéo peut recourir à différentes sanctions, plus ou moins sévères. Démonétiser les vidéos du youtubeur, exclusion du programme partenaire, décider de déréférencer la chaîne YouTube, supprimer sa chaîne YouTube. La grande question est de savoir à quel moment la plateforme décide d'ouvrir une enquête interne pour décider s'il y a des raisons d'agir tout en ne se substituant pas à la justice, comme le rappelle souvent YouTube. Le cas de Norman Tavo est similaire à d'autres youtubeurs, effectivement, il y avait le cas d'Experiment Boy. La plateforme, toutefois, je saute un petit peu, la plateforme n'avait pas sanctionné la chaîne à plusieurs millions d'abonnés. Plus récemment, Léo Grasset aussi a été mis en cause par plusieurs femmes. Une femme a d'ailleurs porté plainte pour viol. YouTube n'a pas pris de décision concernant la chaîne de Léo Grasset. En revanche, ce que souligne l'article, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, YouTube avait supprimé la chaîne de Dieudonné, parce qu'effectivement, Dieudonné, dans son cas, avait publié des contenus sur sa chaîne YouTube qui incitent à la haine. Et je le rappelle, l'incitation à la haine est condamnée en France. Hein. Donc effectivement, la réponse de YouTube au contenu de Dieudonné s'est faite en réaction de publications hébergées directement sur sa plateforme. Donc c'est pas externe, c'est interne. Donc ce qui permet probablement plus facilement à la firme de justifier sa décision. Pour le cas des trois autres youtubeurs, hein, Norman, Dirty Biology et Experiment Boy, il s'agit de comportements présumés qui auraient eu lieu en dehors du service de vidéo en ligne. Donc pour l'instant, aucun d'entre eux a vu ses vidéos démonétisées ou son activité sur la plateforme perturbée. Bon, Experiment Boy ne publie plus de vidéos. Léo Grasset, lui, il a repris. D'ailleurs, à des timings qui sont quand même pas terribles, hein, Dirty Biology. Hein, et la dernière vidéo de Norman, elle, date d'il y a 11 jours avant sa garde à vue. Une ultime question se pose. Si YouTube venait à prendre des sanctions à l'égard de Norman, comment la plateforme pourrait-elle justifier ne pas en faire de même pour les autres youtubeurs mis en cause, d'autant plus si elle ne calque pas forcément ses décisions sur les temporalités judiciaires? Au vu du nombre d'affaires qui éclatent aujourd'hui dans l'univers du YouTube français, le service de Google risque pourtant d'être de plus en plus contraint de faire des choix pour, je cite, protéger ses utilisateurs et sa communauté, comme ses règles d'utilisation l'indiquent. C'est un article extrêmement compliqué et j'ai un avis... Je suis très mitigé. C'est-à-dire que vous connaissez, on en a déjà énormément parlé dans le mug.
Vous connaissez notre avis sur justement tout ce qui est présomption d'innocence, tout ça, tout ça. La présomption d'innocence est un principe fondamental de la justice, mais le problème, c'est que il y a aussi des victimes qui peuvent parler sur des gens. Et dans le cas en plus des gens des youtubeurs dont on parle ici, c'est souvent plusieurs victimes, plusieurs femmes qui parlent de problèmes avec ces vidéastes. Et elles ont le droit de parler. Et c'est pas parce qu'il y a le principe de présomption d'innocence qu'elles n'ont pas le droit de parler. Donc ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. Il y aura un tribunal populaire, inévitablement. Et c'est, d'une certaine façon, une arme qu'ont les victimes de pouvoir parler. Et je sais que ça va en faire grincer des dents, mais c'est le seul moyen qu'elles ont, ces victimes. Parce que vous allez dire, oui, elles peuvent aller porter plainte, gna gna gna. Porter plainte ne débouche sur rien du tout, en règle générale. C'est très 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 rare qu'une plainte débouche sur quelque chose. C'est des procédures qui sont très longues. C'est des procédures qui demandent un courage astronomique. Imaginez, vous êtes victime d'une agression sexuelle, d'un viol. Aller à la police n'est pas simple. Voilà, contrairement à ce que certains disent ou disent, elles peuvent aller voir les policiers. Non, c'est pas simple. C'est souvent très mal accueilli. Donc voilà. Maintenant, ceci étant dit, là, on parle dans cet article du rôle de YouTube. Et c'est là où j'ai un petit peu plus de mal avec le ton de l'article et le fait de dire YouTube, sous-entendu, hein, c'est ce que sous-entend l'article, YouTube doit agir. À titre personnel, je me pose vraiment la question de est-ce que YouTube, dans le cas de Norman, Dirty Biology et tout, est-ce que c'est bien le rôle de YouTube d'infliger des sanctions? Dans le sens où, pour le coup, il n'y a pas eu de décision de justice, justement. Et que je trouve que le précédent que ça pourrait faire par exemple, si un YouTuber est accusé de viol, d'agression sexuelle, et que YouTube prend une décision alors qu'il n'y a pas eu de décision de justice, le précédent que cela pose me paraît risqué, me paraît un peu inquiétant. Voilà, parce qu'encore une fois, on parle d'un endroit où les vidéos de ces YouTubers ne sont pas problématiques. Les vidéos qu'ils posent, par exemple Norman, dans aucune de ses vidéos, il incite au harcèlement, il dit des choses bizarres sur des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il est dans les vidéos en soi, le contenu des vidéos n'est pas problématique ou n'est pas illégal. Donc voilà un petit peu pour mon avis. Je ne sais pas ce qui est le bon choix. Mais en fait, je pense que y a une expression qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et je pense qu'on est un petit peu dans ça. Je pense que je suis pas sûr que YouTube doit agir sur... Et par exemple, imaginez, c'est con, mais ça peut quand même arriver. Une accusation d'un vidéaste, d'un créateur ou d'une créatrice d'ailleurs. Une accusation, non, il n'y a pas eu de décision de justice. Il s'avère que c'était des accusations infondées, ça peut arriver. C'est très rare, hein, c'est très 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 rare, mais ça peut arriver. YouTube détruit le travail de quelqu'un, alors qu'en fait il était innocent. Le préjudice subi est énorme. Voilà, mais je dis, hein, j'ai pas la réponse. J'imagine que certains et certaines diraient, bah ouais, mais d'un autre côté, on peut peut-être pas laisser un créateur ou une créatrice qui a commis des actes avec beaucoup de témoignages concordants produire du contenu et continuer d'abuser de sa situation d'influenceur, quoi. Voilà, donc c'est un débat que je n'ai pas résolu dans ma tête. Je n'ai pas d'avis définitif là-dessus. Tu dis quoi, Karina? Il suffit que la majorité des annonceurs refusent d'apparaître devant ces vidéos et peut-être que YouTube réagira. Donc bon, il faut aussi prendre ses responsabilités vis-à-vis de ça. Oui, alors après, c'est presque un autre souci, le souci des annonceurs. Ou pas? Je ne sais pas. Moralement, je n'ai rien contre le fait de boycotter des gens comme Norman. Mais je suis effrayé qu'on se dirige vers une société où une entreprise privée en monopole aura le droit de vie ou de mort sans aval de la justice. C'est un peu... Alors, je pense que tu résumes un peu mon opinion aussi.
Le truc, c'est qu'on peut même rapprocher ça au débat de Twitter. Par exemple, Twitter a décidé de suspendre certains comptes, mais dans le cas de Twitter, par exemple, les comptes sont suspendus parce que les contenus, les tweets publiés sont factuellement dangereux. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils ont suspendu Donald Trump, c'est parce que il y avait beaucoup d'incitation à la haine. Quand ils suspendent des comptes anti-vax, c'est parce que parce qu'effectivement, ça va inciter des gens à ne pas se vacciner, donc ça augmente le Covid, enfin, ça peut créer des choses dangereuses. Là, on est dans un cas qui est beaucoup plus touchy et beaucoup plus différent. Merci pour les subs, au fait. Merci Olivier, Xayer, Sandokan, Baron Maroutan, Pierre New, Steph Lestat. Merci beaucoup. Une sanction insidieuse de YouTube serait de moins recommander la chaîne durant cette période. Ouais, mais pourquoi pas? Mais d'un autre côté, c'est j'ai un peu peur de ça, quoi. Là, pour le coup, j'avoue que je suis pas convaincu que YouTube, ça soit à YouTube d'agir. Mais encore une fois, je dis, ça se trouve, c'est peut-être pas mon avis n'est peut-être pas le bon. Hein. C'est à la communauté d'appliquer la sanction en se désabonnant. Si YouTube estime que la personne ne respecte pas son contrat, ils ont le droit, je pense. Ah non, mais ça, après, ils ont le droit, YouTube. Mais c'est du droit commercial, pas pénal. Ce serait ouvrir la voie à une privatisation de la justice en faveur de grosses entreprises. Notre justice n'est pas parfaite, mais au moins elle existe. Il y a un peu de ça qui m'inquiète. À part aller vérifier dans les messages privés ou réponses aux commentaires, voir ce qui a été dit par les youtubeurs, je vois pas trop ce que YouTube peut faire tant qu'il n'y a pas de décision de justice. En fait, je trouve que la limite... Est-ce que la limite ne doit pas être sur justement les contenus produits sur la plateforme? Par exemple, sur Twitch, si un streamer commence à tenir des propos misogynes, dans ce cas-là, il est absolument normal, même s'il n'y a pas eu de décision de justice, il me paraît totalement normal et proportionné que Twitch procède à une suspension temporaire. Voilà, procède à une sanction. Mais si un streamer en live n'a pas de propos problématiques, mais qu'il a des propos problématiques sur une autre plateforme, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas à Twitch de prendre cette sanction, mais c'est l'autre plateforme qui doit le sanctionner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, pour moi, une plateforme ne peut que sanctionner le contenu, enfin la personne par rapport au contenu qui a été produit sur la plateforme. Donc si Norman, effectivement, publiait des vidéos cheloues sur YouTube, avec des propos problématiques dedans, là, oui, YouTube peut prendre une sanction. Laisser le droit de parler aux victimes, ce n'est pas faire un tribunal populaire. Ah, mais je suis bien d'accord, Eluva Attar. C'est les réactions de certaines personnes à ces témoignages qui en font un tribunal populaire. Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Non, non, mais encore une fois, dans ce débat, on l'a expliqué plein de fois dans le mug, c'est hyper important que les victimes parlent. Et ce n'est pas bafouer la présomption d'innocence. Les victimes ont le droit de s'exprimer et la personne garde une présomption d'innocence dans le sens où elle n'est pas condamnée par la justice. Elle est présumée innocente tant que la décision de justice n'a pas été rendue. Bien sûr. Le contenu de Norman est quand même moins dangereux que celui des complotistes. C'est la partie légale qui est longue et compliquée. Pas de condamnation, les utilisateurs vont prendre leur décision, c'est pas YouTube de le faire. La présomption d'innocence est là pour éviter de désigner des coupables des personnes pas encore jugées. Cela n'empêche pas les victimes de s'exprimer. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est que la présomption d'innocence est importante, mais la présomption d'innocence n'empêche pas les victimes de s'exprimer. Et en fait, c'est marrant, mais en fait, dans ces débats, les deux principes sont presque décorrélés, en réalité. Les victimes s'expriment n'a rien à voir avec la présomption d'innocence. Et les gens ont le droit de présumer aussi coupables des gens. La justice et l'avis des gens n'est pas le même. Je pense que YouTube ne devrait pas se mêler de ce qui ne se passe pas sur la plateforme. C'est pas la police du monde. Il ne faut pas tout mélanger. Imaginons que vous êtes inculpé dans une affaire, votre patron vous sanctionne. Le travail et la justice sont deux choses différentes. Ouais, après Pep Glo, le débat se pose quand même. YouTube peut très bien dire, Norman avec ses agissements met en danger les fans YouTube et les fans de YouTube et le sanctionner d'une certaine façon.
Tranquille Web, tu dis, le move de YouTube ne me choque pas. Ces youtubeurs sont quand même affichés et condamnés par la police. Ils sont pas condamnés pour l'instant. Doit-on les obliger à arrêter leur métier? Est-ce le rôle de YouTube de sanctionner? Il ne faut pas dissocier l'artiste de son œuvre. Comment pendant ce qui c'est pas le débat Burberry là. Je redescends un peu dans vos commentaires. Une entreprise fait ce qu'elle veut. Si elle ne veut pas mettre en avant une personne accusée, elle est dans son droit. Ça par contre, elle a le droit. Elle a totalement le droit de faire ce qu'elle veut. Je trouve que c'est un peu de la prostitution intellectuelle. De quoi? YouTube peut faire baisser son référencement sans le dégager et personne ne va le remarquer. S'il fait 10 fois moins de vues qu'avant, ça va se remarquer. Hein. Surtout quand les plaintes n'aboutissent pas, la parole des victimes est très importante. Ça évite aussi les futures victimes et ça doit calmer les agresseurs. Mais bien sûr. Pardon, mais en supprimant la chaîne... Merci au fait, Trafandir, pour les 5 subs offerts. Merci énormément. Pardon, mais en supprimant la chaîne d'une personne accusée, il sanctionne quelqu'un sur la base d'une suspicion et une culpabilité non prouvée. C'est une décision arbitraire, unilatérale, qui ne repose sur rien de concret. Alors, on peut débattre sur le rien de concret. Ça, je suis pas d'accord avec toi, Fabrice. En faisant ça, YouTube ne se substituerait pas un peu à la justice. C'est tout le débat. C'est tout le débat. Après, YouTube est une entreprise privée, ils sont pas forcément à se baser sur la justice pour tout. Non, mais bien sûr, mais le débat peut quand même se poser, Vaya. Le débat se pose parce que c'est... En fait, vous voyez, là, par exemple, on parle d'agression sexuelle, de viol, mais je veux dire, il y a d'autres affaires qui peuvent éclater sur d'autres YouTubeurs, des affaires qui peuvent effectivement mettre dans la sauce d'autres YouTubeurs, mais en fait, ces YouTubeurs, enfin, ces créateurs de contenu, créatrices sont innocents, mais leur travail a été ruiné. C'est très compliqué. Et d'une certaine façon, on peut aussi se dire ces affaires qui se passent dans le YouTube game, comme on dit, il y a déjà une sanction pour ces vidéastes. La sanction, c'est que c'est un Dirty Biology. Enfin, je dis ça, mais en vrai, dans le show business montre bien que c'est pas le cas. Mais malheureusement, tristement. Mais on peut se dire que ces gens seront moins invités dans les petits pots, dans les petites soirées. En gros, le réseautage va être beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Enfin, typiquement, pour le coup, je pense que des sponsors ne bosseront plus avec Dirty Biology, quoi. Ou des sponsors qui connaissent pas les histoires françaises. Donc ça va quand même limiter beaucoup de choses. Par contre, Sani, tu as bien raison de le préciser, il y en a beaucoup qui l'ont dit. S'il y a une sanction qui est appliquée, faut pas être naïf, YouTube la fera, enfin l'appliquera pour les annonceurs. Parce que protéger sa communauté, ouais, bon... Vu ce qui est laissé sur YouTube, ça j'y crois pas trop. Par contre, effectivement, protéger les annonceurs, oui. La meilleure sanction, c'est de ne pas regarder par millions leurs vidéos. Oui, mais je suis d'accord, mais en fait, sur le temps, il y a plein de gens qui regardent quand même. Là, tu dis quoi, Karina? Attends, je voulais voir ton commentaire. Merde, je le retrouve pas. Je le lis parce que il est important. Pendant un temps, mais après, ça s'oublie vite. Oui. C'est ça qui est très embêtant, et ça pour le coup, nous, on connaît pas mal d'histoires dans le YouTube jeu, vu on bosse sur YouTube. Et il est vrai, et c'est triste, que les gens ont l'impression que ces YouTubeurs sont traînés dans la boue, gna gna gna, et que c'est terrible, et qu'ils pourront plus jamais rien faire. Je vais regarder droit dans les yeux et vous dire très honnêtement, voilà, c'est bon, la caméra s'est changée. Ça les empêche pas de continuer. Regardez Dirty Biology, regardez... Norman, je suis sûr Norman dans un an il continue les vidéos. Dirty Biology il en a eu rien à foutre et il continue les vidéos. Là où d'une certaine façon la décence voudrait de se remettre en retrait. Et ça c'est un truc on en a discuté mais il y a 1000 façons de se mettre en retrait et de continuer à bosser dans des métiers de la création.
Mais juste au moins voilà, enfin, si t'as fait de la merde, tu te mets en retrait, quoi. Crois-tu qu'il n'y a que des coupables en prison? Même la justice se trompe parfois en condamnant des innocents. Bah, c'est pas pour rien que la peine de mort a été arrêtée. C'est un des arguments phares contre la peine de mort, c'est que tu as un risque de sacrifier des innocents. Penses-tu que le tribunal populaire ou une entreprise ne puisse pas se tromper? Là, on parle de Norman, mais là, je parle d'une manière générale. Oui, oui, oui. J'ai une petite question. Est-ce que le débat serait pareil? C'était à la TV. Je m'explique, une personne est accusée d'un crime, mais cette personne est toujours visible à l'écran. Oh wait, c'est déjà le cas. Bien joué, tu m'as eu, Holon. Mais à la télé, il y a plein de gens qui sont condamnés et qui continuent d'être à l'antenne. Donc en fait, on voit bien que même des condamnations n'empêchent pas les gens de continuer à faire des métiers de l'audiovisuel et où on voit leur image. Donc en fait, les gens s'offusquent du tribunal populaire. La réalité, c'est que le tribunal populaire... en fait, il a pas tant de force que ça. C'est très, au final, regardez Dirty Biology, hein, c'est très cantonné à Twitter ce qui s'est passé. Hein. Alors, il a fait une vidéo YouTube, donc ça a fait exploser le truc. Les articles de presse aussi ont fait exploser le truc, mais c'est des problèmes qui sont très très YouTubiens. En supposant que la personne Dirty Biology soit innocente, comment elle devrait réagir? Arrêter tout ce qui est public jusqu'à la fin de l'affaire, continuer pour essayer de continuer une vie normale, c'est une vraie question. J'ai pas la réponse, mais je te dirais que oui, je trouve que la décence, mais maintenant, voilà, c'est toujours facile de juger comme ça, mais je te dirais que oui, la décence, quand t'es accusé par autant de femmes, autant de victimes, bordel, quoi, on est sur des dizaines de personnes à chaque fois, dans chaque cas, c'est des trucs répétés. Quand même, il y a un pattern, quoi. Bref, oui, je dirais que la décence, par respect pour les victimes, serait de se mettre en retrait. Et pas de publier, je pense à Léo Grasset, pas de publier tes vidéos les jours où il y a des marches contre les violences sexuelles, il y a des manifestations féministes, etc. Putain, ça c'est quand même très malvenu, quoi. Il y a des gens qui pensent d'ailleurs que c'est un doigt d'honneur. Hein. Il y a des gens qui pensent que ça n'a pas été fait au hasard. La notoriété, c'est pas une vie normale, c'est pas un dû qu'on soit vidéaste, journaliste ou politique. Oui, oui, prof de dev, c'est intéressant ce que tu dis, c'est pas faux. On fait des métiers qui sont assez particuliers et d'une certaine façon, on fait des métiers où on se doit d'être exemplaire. On se doit d'être exemplaire. Voilà, alors personne n'est parfait, enfin on peut tous faire des erreurs, mais dans le cas de Norman et Léo Grasset et tout ça, c'est pas des erreurs, quoi. Là c'est des crimes, quoi. Mais voyez ce que je veux dire, c'est que oui, on fait des métiers où oui, on se doit d'être exemplaire. Et s'il y a énormément de fautes qui sont commises, je considère que oui, la décence est de se mettre en retrait. J'ai l'impression que ça fait plus réagir une majorité la possibilité que Norman soit accusé à tort, alors qu'on a au moins 5 victimes présumées d'agression à la base. Même plus. Norman, c'est 6. 6 dont une qui a porté plainte. Oui, c'est ça, Curie Noir. Mais je trouve ça important. Vous voyez, les gens dans le chat qui sont très sensibles à cette histoire et ont tendance à défendre un peu Norman et tout ça et la présomption d'innocence, je trouve que dans certains messages, ça manque d'un petit mais soutien aux victimes aussi, quoi. Il y a quand même potentiellement, je crois que même dans le cas de Norman, c'est des dizaines de femmes et parfois des mineurs. Je vous rappelle que c'est des mineurs, quoi. Dans certains cas, qui ont probablement, je vais mettre du conditionnel, voilà, été abusés. Donc un petit soutien aux victimes aussi, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, je trouve. Maintenant, c'est ce que je dis, ce débat est très complexe parce qu'effectivement, il touche à... Mais c'est marrant, je sais pas pourquoi la présomption d'innocence, c'est un truc qui déclenche autant beaucoup de gens, mais
Mais effectivement, ce débat est complexe parce que à chaque fois j'ai envie de dire la liberté d'expression, la présomption d'innocence est aussi un principe fondamental de notre justice et il est extrêmement important. Et effectivement, c'est un système, par exemple, que je trouve bien meilleur que le système américain où tu vas être présumé coupable et tu dois te défendre. La présomption d'innocence, c'est un principe qui me paraît plus juste. Voilà. Donc effectivement, quel est le bon équilibre? Est-ce que YouTube... Parce que YouTube, je vous rappelle, YouTube est américain. Hein, la présomption d'innocence, c'est pas très américain comme principe. Parce que ça renvoie à quoi? Ça dit quoi? Merde, il y avait un commentaire, j'avais envie de le... Non, je suis pas d'accord avec toi, Théa Loveus. Tu dis parce que les gens, s'ils avaient du pouvoir, ils feraient comme Norman à d'autres femmes, ils ont peur pour leur cul. Non, je pense que là, t'extrapoles un peu. Je pense que tu accuses des gens... Non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, oui, attention, Théa Loveus, t'as le droit d'avoir ton avis, mais tu as le droit d'avoir du respect pour les autres personnes aussi. Soutien complet aux victimes. En fait, le souci de ces affaires, c'est que ça amène des questions qui seraient clairement pas évidentes dans des cas plus nuancés. Ouais. Attendez, un message. Ah, parce que ça renvoie à une hypothétique injustice. Oui, je pense qu'il y a un truc assez humain aussi, c'est qu'on déteste l'injustice. Ça, enfin voilà, ça c'est clair et net que c'est un truc qui nous touche énormément. Ça résonne dans la tête, ce truc de se dire putain, ça se trouve, il accuse à tort, machin et tout, mais je pense qu'il faut bien comprendre les gens que dans ce genre d'affaires, en fait, je peux vous le dire comme ça, la probabilité que ce soit, dans le cas de Norman, des accusations infondées, enfin que ça soit, on le traîne dans la boue, gna gna gna, tout ça, c'est très faible. La probabilité, et même dans les cas, il y avait des stats, je crois que c'était 97%, il me semble, dans les victimes, quand les victimes parlent et se plaignent et tout ça, en fait, c'est justement à 97% vrai, quoi. Il y a vraiment eu des abus, des agressions, des viols. Donc c'est pas pour rien que les mouvements féministes disent « croyez les victimes ». Et d'autant plus quand il y en a plusieurs. Encore une fois, enfin, c'est quand il y a plusieurs victimes qui parlent, et même quand il y en a qu'une ou voilà, mais d'autant plus quand il y en a plusieurs, croyez-les. Partez du principe que c'est vrai. Par contre, vous n'êtes pas obligé de tweeter des trucs ou machin, mais partez du principe que c'est vrai. Voilà. Tout en gardant éventuellement, si vous le désirez, ça c'est votre choix personnel, un petit truc dans votre tête qui dit on sait jamais, gna gna gna, mais gardez-le pour vous et croyez surtout croyez les personnes qui en fait sont en position de faiblesse. Ce genre d'affaires n'ont même pas besoin d'être instrumentalisées pour que les spectateurs se polarisent bêtement, il faut avoir une opinion. Je trouve que c'est dans la culture française de continuer son activité malgré des accusations sans se mettre en retrait, on n'a pas le réflexe du boycott. Dans mon équipe de data scientist, on accueillera une collaboratrice au milieu d'une dizaine de mecs. Il est important que le comportement de tous soit exemplaire. Mais évidemment. Évidemment, évidemment. Quand tu es en position de faiblesse, c'est déjà hyper dur d'en parler. Mais bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que c'est vachement influencé par la qualité de leur travail. Ça me fait chier quand je l'ai appris pour Léo Grasset, mais Norman, j'ai tout de suite accepté l'accusation. Ça, c'est un truc, effectivement, c'est marrant que tu dises ça, Fancy Ride. Ça, c'est une grosse hypocrisie, effectivement, mais dont je me suis rendu compte personnellement aussi. Et je suis pas le seul à avoir entendu ça autour de moi. Il y a vraiment... Je trouve que le traitement de Norman et de Dirty Biology n'est pas le même. On peut en discuter, ça, on peut prendre quelques minutes. Mais je sais pas si c'est votre cas, mais pour avoir lu un peu la presse et tout là-dessus, je trouve que les gens ont été beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus violents avec Norman, même aussi sur Internet, sur Twitter et tout, qu'avec Dirty Biology.
Et je suis sûr que le côté beau gosse de Dirty Biology, plus le fait qu'il parle de science, donc un contenu intelligent, contrairement à Norman qui lui est moins dans les canons de beauté et qui fait du contenu, on va dire, plus divertissement, humour, sketch. Je suis sûr que ça a énormément joué dans la vision que vous avez de ces... Enfin, la vision qu'ont eu les journaux, la presse, les gens de ces affaires. Dirty est moins connu, ça doit expliquer. Imaginez aussi un peu les personnes qui ont porté plainte, elles risquent très gros si leurs accusations sont infondées, donc soutien aux victimes. Mais oui, bien sûr. L'hypocrisie du boycott se retrouve dans tous les domaines. Coupe du monde de foot. Alors c'est super intéressant que tu parles de ça, Teddy Nwebe. Parce que j'ai lu un article de Courrier International, justement. Alors je fais une petite digression, hein, je vais revenir au sujet après, mais j'ai lu un article de Courrier International sur la Coupe du monde au Qatar. Très intéressant, écrit par un journal turc, qui montrait bien les biais, le fait que cette Coupe du monde au Qatar soit beaucoup plus critiquée, beaucoup plus critiquée, notamment sur la partie corruption, alors que toutes les Coupes du monde qui ont été faites avant ont été aussi critiquées, mais à des niveaux infiniment moindres. Et l'analyse de cet article de Courrier International, que je vous invite à lire, hein, vous le retrouverez sur Courrier International, c'est un des magazines, ça doit être celui de l'avant-dernier, Courrier International. Et son analyse était super intéressante là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a un truc sur le fait que quand c'est en Occident, on va moins critiquer, et quand c'est en Orient, enfin Orient, le mot est peut-être mal choisi, mais quand c'est pas à l'Occident, les critiques sont plus dures. Donc c'était très intéressant. Mais bon, j'ai fait un peu une petite digression. Bonjour, ce ne serait pas... Bienvenue à toi Sparks dans le chat. Ce ne serait pas aussi lié au fait que Norman avait déjà eu des accusations dans le passé, qui fait que le traitement est plus virulent aujourd'hui. Sparks, c'est pas faux. Mais Dirty Biology, dans le milieu YouTube, était déjà connu pour des comportements... oui, d'agression sexuelle, quoi. L'affaire MeToo déferle sur YouTube. Ouais, tout à fait, François. On en a parlé d'Experiment Boy, Bartou. Tu dis Blano KTD, Norman, l'affaire concerne des mineurs, c'est un autre niveau que Dirty Biology. C'est pas 100% faux comme remarque. Je ne regarde ni l'un ni l'autre. Maintenant, c'est pas une plainte, mais plusieurs plaintes. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, mais tu vois, maintenant, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est un peu vrai, mais c'est un peu dangereux aussi, ce genre de réflexion. Dans le sens où c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais il y a quand même des histoires célèbres dans l'histoire de France, de procès qui ont détruit des vies. C'était l'affaire... comment elle s'appelle, l'affaire de cette famille-là Erreur... Attendez. Judiciaire célèbre française. C'était l'affaire... C'est Dreyfus, c'est ça, non? Non, c'est pas Dreyfus. C'est pas celle-là, c'est une affaire plus contemporaine. L'affaire Outreau, bah oui, je suis con, c'est l'affaire Outreau. Oui, l'affaire Outreau était une sale histoire. Et quand la presse s'en mêle, ça peut vite donner des trucs terribles. Terrible. L'affaire Outreau est un bon exemple pour aussi, d'une certaine façon, contrebalancer le discours. Oui, c'est l'affaire Outreau, bien sûr. Bref, je pense qu'on a fait le tour du débat. Merci les gens dans le chat d'avoir globalement d'avoir exprimé votre avis de façon calme et réfléchie.
On a dû supprimer quelques messages, forcément, sur ce genre de sujet, c'est toujours très délicat. Mais je suis content qu'on ait pu en discuter. Bon, évidemment, ça a pris beaucoup d'ampleur. Je me doutais bien qu'en faisant ce sujet, on déborderait sur le mug. Donc, je vais faire les prochains articles très, très rapidement. Un chat de BG, tout à fait. Tout à fait. Ouais, les modos aussi. Merci les modos. Merci la modération d'avoir bien taffé. Mais effectivement, c'est des sujets qui sont très compliqués, mais qui, pour moi, qui sont super importants, et pour Jérôme aussi, et pour Marion aussi, c'est des sujets très importants pour nous, parce que, en fait, d'une certaine façon, ils touchent à notre métier. Et oui, on est youtubeurs, nous. Et on est youtubeurs, et c'est un milieu qu'on suit, c'est un milieu qu'on voit évoluer. Et d'une certaine façon, on se rend bien compte que, en fait, comme tout milieu avec de la popularité, certaines dérives sont là. Alors, il y a énormément de choses magnifiques sur YouTube, mais effectivement, ces histoires rappellent bien une chose, et je vais conclure là-dessus. N'idolâtrez personne sur YouTube, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, c'était ironiquement une des vidéos de Dirty Biology. Étonnant, ça. Mais effectivement, et c'est les vidéos de Cyrus North aussi sur Je ne suis pas votre ami, elles sont... C'est ça, c'est n'idolâtrez personne. Les gens que vous regardez sur YouTube, c'est leur travail. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui jouent beaucoup sur l'éthos, sur ce qui dégage, sur le fait de bien parler, bien machin. Vous connaissez jamais les gens dans la vraie vie. Voilà, vraiment je conclue là-dessus. Vous connaissez jamais les créateurs de contenu, les influenceurs, les gens dans la vraie vie. Voilà. Par exemple, en fait, je dis que publiquement, j'adore Peak Design, mais en fait, secrètement, je déteste. Allez, on va avancer et on va parler très rapidement de Samsung Wallet. Samsung Wallet qui arrive en France. En gros, Samsung Wallet, c'est le Apple... comment ils appellent ça? Apple Wallet aussi, non? Attendez, comment ils appellent ça sur un iPhone? C'est carte. Voilà, c'est un équivalent de carte d'Apple. Et Google aussi, je sais plus comment ça s'appelle sur Google, ça doit être Google Cards ou un truc comme ça. Donc voilà, Samsung a lancé ça. Je vous l'ai dit, je fais cette news de façon très express. Il y avait tout un débat que je voulais avoir avec vous sur Adobe qui autorise les images faites par des IA sur sa librairie Adobe Stock. Mais encore une fois, je vais passer très très vite. Merci Kaokung94, merci Petite Moutre pour vos subs. Merci du soutien. Merci énormément. Donc ouais, on va aller assez vite là-dessus. Apple Music qui va lancer un karaoké. J'avoue que c'est pas une news à laquelle je m'attendais. Apple Music Sing, donc ça va arriver très prochainement. Et cet article, effectivement, ça c'est un truc que j'avais traité la semaine dernière. On avait parlé de San Francisco et les policiers qui voulaient utiliser des robots tueurs. Finalement, le projet est un peu revenu en arrière, est en suspens. Voilà. Oui, alors pourquoi je parlais de Samsung Wallet, Hypomony, c'est qu'ils ont tout centralisé. En fait, avant, Samsung avait une appli qui s'appelait Wallet, qui a été arrêtée début 2010, un truc comme ça, enfin au début des années 2010. Ils ont changé le nom et maintenant ils sont revenus et rappellent ça Samsung Wallet. Donc c'était ça la news. Voilà. Je vous propose qu'on passe à la tartine, mais juste avant. Ben oui, juste avant. Ben on va parler de Shadow, bien sûr Shadow. Mais alors qu'est-ce que c'est Shadow? Eh bien Shadow, c'est un service de cloud computing. Tout ce que vous pouvez faire avec un PC classique peut être fait sur un PC Shadow. Surfer, jouer, travailler ou se distraire. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil et avec n'importe quelle connexion internet stable d'au moins 15 mégabits par seconde. Vous pourrez donc utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou votre nouveau Mac, sur votre smartphone Android ou iOS, sur votre télé connectée, et j'ai testé l'Apple TV, ça marche très bien, j'ai été très surpris, ou même un Raspberry Pi 4. Au niveau jeu, c'est la grande force de Shadow par rapport aux offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet, compatible avec tous les jeux et tous les mods, peu importe la marketplace. C'est aussi compatible avec tous les logiciels, Photoshop, Blender, etc. qui tournent sur un PC Windows 10. Bref, Shadow, c'est un PC complet accessible pour 29,99 € par mois. Mais si vous voulez plus de puissance, un PC capable de faire tourner de gros jeux avec du ray tracing de partout, une bête de course pour faire de la 3D ou du montage vidéo, eh bien vous avez l'option Power. Shadow plus Power, c'est une configuration performante, récente et optimisée pour le ray tracing grâce à une carte graphique RTX 3070
pour un supplément de 14,99 par mois. Alors, n'attendez plus, hein, vous aurez 10 euros, donc point d'exclamation Shadow dans le chat, et vous avez 10 euros offerts sur votre premier mois d'abonnement avec ce code Nowtech10. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, même si vous cliquez sur le lien, que vous allez voir l'offre, que vous vous renseignez, nous, ça montre au sponsor que eh bien, vous êtes intéressé. Et pour vous remontrer, pour inscrire le code, hein, je vous le montre tout de suite. Ah, attendez, le site charge. Ah, le truc, c'est que j'étais préconnecté sur le site. Si, c'est bon. Donc en gros, vous prenez un Shadow PC, hop, ça m'a déconnecté. Attendez, je regarde. Ah non, ça m'a déconnecté. Bon, tant pis. Bon, en gros, à la fin du processus de paiement, vous pouvez rentrer le code. Voilà. Je vous propose qu'on fasse une petite tartine. Je voulais vous montrer un truc pour finir le mug sur un truc un peu plus rigolo. Petite tartine sur ChatGPT. Des trucs que j'ai testés. Je pensais pas que ça marchait. Donc, c'est parti. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Alors, nous allons discuter de chat GPT. Voilà. Alors oui, je vois qu'il y a des petits débats sur la ligne édito de Nowtech le matin. On prend des débats qu'on aime. Voilà. Et Clean Westwood, je vois que ça t'agace qu'on ait parlé autant de l'affaire Norman. Je comprends. Mais tout ce que j'ai envie de te dire, et je te le dis très gentiment, je dis, bah, nous, on parle des sujets dont on a envie de parler. Si toi, ça t'agace, et encore une fois, je peux comprendre. Moi, par exemple, Next Impact, je les suivais il y a 5 ans. Au bout d'un moment, ils sortaient des articles qui me plaisaient plus et j'ai arrêté de les suivre. Bah, n'hésite pas à couper le mug. Voilà, je suis désolé. Hein, effectivement, on parle peut-être un peu plus de société qu'avant. C'est comme ça qu'on change. Voilà, nous on évolue. Et si tu veux écouter des gens qui parlent peut-être plus de tech, bah tu as des podcasts audio, tu as plein d'autres gens qui sont beaucoup plus dans la tech pure et dure. Voilà, n'hésite pas à aller voir les autres. On va donc parler de ChatGPT. Alors c'est un article, ça c'est basé un peu sur un article. ChatGPT est meilleur que des hackers pour rédiger des arnaques. Alors Bodnar qui a écrit cet article. Nous avons demandé au fameux chatbot de OpenAI de rédiger des exemples de mails qui pourraient être détournés pour du phishing. Les résultats sont convaincants. Alors je vais pas vous lire tout l'article, hein, il est déjà 9h22. Mais en gros, ils ont essayé de faire des arnaques avec ChatGPT. Et notamment une arnaque avec une réduction de prix de produits Amazon, et le résultat est assez impressionnant. Bonjour, je vous écris pour vous... Alors c'est un message écrit par une IA, ça. Hein. Je vous écris pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous informer que, en reconnaissance de votre fidélité en tant que client d'Amazon, nous vous offrons une réduction spéciale de fin d'année pour vos prochaines commandes en ligne. Veuillez trouver ci-joint un code de réduction exclusif que vous pourrez utiliser pour bénéficier d'une réduction de 15%. Ce code est valable, blablabla. Nous vous remercions pour votre fidélité, sincèrement, etc. Le résultat est assez convaincant et on peut parfaitement tromper une personne un peu fatiguée en fin de semaine. Alors ils ont testé avec d'autres choses, hein, par exemple avec un bulletin de paye. Donc effectivement, si on envoie ça à quelqu'un et on trouve le nom de son entreprise, c'est très facile de lui faire cliquer sur une saloperie. Objet bulletin de paye. Bonjour Lucas, vous trouverez ci-joint votre bulletin de paye pour le mois en cours. Veuillez vérifier les informations et nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Cordialement, service RH, pièce jointe, bulletin de paye. Ils ont testé avec autre chose, un mail de réception de colis, donc ça c'est un phishing qu'on a énormément. Bonjour Maria, nous vous informons que votre colis est arrivé dans nos entrepôts et sera livré à l'adresse indiquée dans les prochains jours. Veuillez trouver ci-joint le bon de livraison signé par notre livreur qui vous permettra de suivre l'évolution de votre livraison en ligne sur notre site web. Nous vous remercions pour votre confiance en La Poste et nous sommes impatients de vous livrer votre colis dans les meilleurs délais. On peut très bien imaginer que le truc rajoute un lien ou quoi. Un exemple de mail de phishing de versement. Je vous informe que nous avons effectué un versement de 125 € sur votre compte à ce jour. Veuillez trouver ci-joint un relevé bancaire signé par notre directeur financier qui vous confirme la transaction. Si vous avez des inquiétudes ou des questions concernant ce versement, n'hésitez pas à nous contacter. Donc effectivement avec un PDF vérolé par exemple. Hein. Donc effectivement le problème de ça, ce qui peut être inquiétant, c'est que si c'est automatisé, il y a des gens même qui ne parlent pas français, parce que la force de ChatGPT, c'est ça que j'avais pas compris au début, c'est qu'il parle français, le GPT là. Hein, Gepetto, il parle français. Et je trouve ça
incroyable. Incroyable. À noter que lorsqu'on demande à ChatGPT de nous rédiger un mail d'hameçonnage, celui-ci refuse. Donc en fait, si on lui demande explicitement, il refuse. Par contre, si on le fait de façon détournée, ça fonctionne. Voilà. Alors, c'est flippant, bien sûr. Mais c'est surtout cool de... Je trouve ça, dans un premier temps, plutôt cool d'en parler. Parce que de toute façon, après, le phishing, s'il est bien fait, que ça soit par une IA ou par des humains, tu peux te faire avoir, quoi. Il est capable de générer du code. Non, mais ça, j'ai été bluffé. Mais ChatGPT, c'est un peu mon outil d'amusement en ce moment. Et alors, pourquoi je voulais rigoler avec vous? Donc ça, c'est ChatGPT, pour ceux qui n'ont jamais vu ce site. Regardez ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé, peux-tu... Alors, en français, hein, c'est ça qui est cool. Peux-tu m'écrire... Très youtubeur. Peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Rhinoshield? Point d'interrogation. J'ai bien écrit Rhinoshield. Ouais. Donc avant le mug, je me suis dit, vas-y, je teste, mais je suis sûr que ça marchera pas. Hashtag ad. Mais attendez, vous n'êtes pas prêts. Attendez, peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Rhinoshield? Voici un texte sponsorisé Rhinoshield. Si vous cherchez un moyen de protéger votre smartphone des rayures et des chocs, Rhinoshield est la solution idéale. Conçu pour offrir une protection maximale sans compromettre l'esthétique de votre appareil, Rhinoshield est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour garantir une durabilité exceptionnelle. Facile à installer, ce protecteur d'écran est résistant aux rayures et aux chocs et il vous permet de profiter de votre smartphone en toute sérénité. De plus, disponible dans une large gamme de couleurs, blablabla. Si vous voulez protéger votre smartphone des dommages quotidiens, optez pour Rhinoshield, solution idéale, blabla. Commandez dès maintenant sur le site officiel Rhinoshield pour profiter de cette réduction exceptionnelle. Voilà. Alors, mais surtout, regardez, peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Shadow PC? Et oui, et oui, et oui, et oui. Est-ce que vous croyez que c'était possible ça, hein? Cyber simple, tu vois, je t'ai coupé l'arbre sous le pied. Tu aurais dû le faire pour Shadow. Alors, en vrai, c'est pas parfait sur Shadow. C'est pas parfait. Mais c'est assez incroyable quand même. Parce que, en fait, il arrive à comprendre sur Shadow PC que c'est un truc de gaming. Par contre, il dit pas que c'est dans le cloud. Je vous lis pas tout le message, hein, mais il dit pas que c'est dans le cloud. Il dit Shadow PC sont équipés de composants de haute qualité pour une expérience de jeu fluide et immersive. Mais voilà, vous voyez, avec des designs élégants et des fonctionnalités avancées, par exemple, bon, là, il s'est un peu planté. Mais je lui ai aussi demandé, peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Raid Shadow Legends? Peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Raid Shadow Legends? Et évidemment, vous vous doutez bien que ça marche très 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 bien. Alors des fois, il plante un peu ChatGPT. Il faut le... Là, par exemple, j'ai l'impression qu'il a un peu bugué. Il faut le relancer des fois. Peux-tu m'écrire un texte sponsorisé Raid Shadow Legends? Ah merde. Ah si, voilà. Bien sûr, voici un texte sponsorisé pour Raid Shadow Legends. Êtes-vous prêt à plonger dans l'univers de Raid Shadow Legends, le jeu de stratégie par excellence? Avec des graphismes époustouflants et une histoire captivante, ce jeu vous offre des heures d'aventure et de combat épiques. Blablabla. Bla bla bla. Et elle est très bien faite. Ouais, le meilleur stratège de Terraria. Très 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 bien faite, cette sponsor. Donc, est-ce que vous avez des phrases que vous voulez suggérer? Le site, c'est Chat OpenAI, c'est ça. Sandokan. Si vous voulez qu'on génère des phrases ensemble, on peut y aller. Salut Lolo, le capitaine. Petite question, il rédige réellement ou prend des bouts d'articles à droite à gauche sur le net? En fait, c'est la force de ChatGPT, c'est que il prend des bouts d'articles, mais en fait, il arrive à donner quelque chose de cohérent. Et notamment, par exemple, tu peux lui demander, si tu veux une explication d'un principe scientifique, tu peux lui demander des exemples supplémentaires. En fait, il arrive à donner un truc cohérent. Chocolatine au pain au chocolat. C'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit. Chocolatine ou pain au chocolat. Tiens, je suis curieux, il répond quoi? Oula, on l'a fait planter. Ah si, la chocolatine et le pain au chocolat sont des viennoiseries similaires, mais elles ont différentes subtilités. Ah, elles ont des différences subtiles. La chocolatine est originaire de la région sud-ouest de la France et se compose... Le pain au chocolat est originaire de France et se compose... Ah oui, oh là, c'est un peu bugué ça. Et se compose d'une pâte briochée fourrée avec du chocolat. Dans certaines régions de France, le pain au chocolat est appelé chocolatine. Mais dans d'autres régions, ces deux termes sont utilisés pour désigner des viennoiseries différentes. Attendez. Comment Norman va faire des vidéos? Attendez, oui. Mais je crois que si tu lui demandes qu'est-ce que Nowtech, il va pas répondre. Parce que je crois qu'il va dire qu'il n'est pas fait pour ça. Ouais, voilà. Parce que en fait, il n'est pas fait pour des informations quand tu lui demandes ça. Peux-tu écrire... Alors, tu sais quoi?
On va lui demander... Non, merde. Ah. Peux-tu écrire le texte? On va lui faire ça. Peux-tu écrire le texte d'un test? Je vais réécrire un petit peu ta phrase. Peux-tu écrire le texte d'un test? Merde. D'un test de l'iPhone. On va pas mettre le 15, parce qu'il n'est pas entraîné. On va mettre l'iPhone 12 d'ailleurs. Voilà. Peux-tu écrire le texte d'un test de l'iPhone 12 avec... Merde. Avec ses avantages et ses inconvénients? Un test YouTube. Je sais pas s'il va comprendre. Voici un texte pour une thèse vidéo. Salut les amis. Ah, c'est incroyable. le salut les amis, il m'a achevé. Bon, on a plus de métier les gens, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, vous voulez que je vous dise quoi là? Hein? Vraiment, hein, mais je m'en remets pas du tout. Hein. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'iPhone 12, le dernier smartphone d'Apple, avec son design élégant. Mais qu'en est-il de ses performances et de ses fonctionnalités? Commençons par les avantages. Tout d'abord, il est doté d'une puce A14 Bionic. Vous pouvez agir, il est compatible avec les technologies 5G. La caméra, une caméra arrière à double objectif. Un grand angle et un ultra grand angle, ouais, c'est vrai. Résistant à la poussière. Il a quelques inconvénients. Tout d'abord, il est assez cher, ce qui pourrait être un frein. Il n'est pas livré avec des écouteurs ni avec un chargeur. Ah. En résumé, l'iPhone 12 est un smartphone haut de gamme avec des performances exceptionnelles. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone, ok. Si tu demandes deux fois la même chose, est-ce qu'il va refaire le texte? C'est une très bonne question. Tu sais quoi, on va lui redemander. Hop, j'ai lancé. Ouais, il refait la même chose. Par contre, tu peux lui préciser, c'est ce que je disais, c'est que tu peux lui dire, rajoute des exemples, sois plus court, tu vois, tu peux lui dire... Il a été entraîné avec plein d'articles, chat sur le web. Il comprend mieux le langage humain, en fait. Corben lui a demandé une chanson au style Francky Vincent. Ah, trop marrant. Bah attends, écris-moi une chanson dans le style de Francky Vincent. Trop drôle. Attends. Écris-moi une chanson. Alors, on va mettre plutôt en français. Dans le style Francky Vincent. Dans les rues de la ville, j'erre sans but, je cherche une raison pour continuer, je ne sais pas où je m'en vais, car j'ai mon style. Ouais, c'est moi, Francky Vincent, le roi de la musique de la rue. Je chante pour ceux qui ont du mal à s'en sortir, je suis là pour vous montrer la voie. Ça manque un peu de fesses quand même pour du Francky Vincent. Mais c'est drôle. Il écrit des blagues. Ah, peux-tu... Attends, peux-tu m'écrire 3 blagues? Voici 3 blagues. Quel est con pour un chameau, c'est d'avoir des bosses sur les bosses. Quel con pour un peintre, c'est de ne pas être capable de couvrir un mur avec de la peinture. Hein? Qu'est-ce qui est petit, jeune et qui a des ailes? Un œuf qui veut voler. Alors, le boss sur les bosses, d'accord. Con pour un peintre, c'est de ne pas être capable de couvrir un mur avec de la peinture. Alors celle-là, je l'ai pas. Ok, il est capable de faire des blagues. Peux-tu nous dire ce que Jérôme fait au Japon cette semaine? Ah là 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 là, Guillaume au chômage. Non mais c'est fou hein, ce que ça génère. Peux-tu lui demander de faire le résumé d'un match de foot de la Coupe du Monde? Il y a des gens qui ont déjà testé, ça marche vraiment bien. Salut Yasinoko, pardon, j'avais pas vu ton message. Nous on fait une matinale sur Twitch. On parle de tech, on parle de technologie, un peu de société. On débriefe l'actualité tech. Donc ça va être par exemple, il y a un nouvel iPhone qui sort, on va en parler. Il y a des histoires sur YouTube, on va en parler, etc. etc. Donc nous, on est 3 présentateurs et présentatrices, vu qu'il y a Marion. Donc on est là tous les matins. 8h, 9h30, on est là. On n'a jamais loupé un épisode. On est toujours là à 8h tous les matins. Sauf le week-end, bien sûr. Peut-on mettre les céréales avant ou après? Doit-on mettre plutôt? Attends, je vais le faire celui-là. Doit-on mettre... Merde, j'ai oublié mettre. Doit-on mettre les céréales avant ou après le lait? Il n'y a pas de règle stricte sur l'ordre dans lequel, blablabla. La plupart des gens mettent les céréales dans le bol d'abord, puis ajoutent le lait par-dessus. Cela permet de maintenir les céréales croustillantes et de les empêcher de se ramollir trop rapidement. Cependant, si vous préférez manger des céréales molles, vous pouvez ajouter le lait d'abord et laisser les céréales tremper pendant quelques minutes.
Très bien. Écris-moi un texte sur l'envoi d'argent pour un prince nigérien pour qu'il débloque son compte. Attends. Écris. Attends, écris, je crois que c'est un S. Écris-moi un texte, un mail, on peut mettre, sur l'envoi d'argent pour un prince nigérien pour qu'il débloque son compte. Ça marche ou pas? Est-ce qu'on l'a cassé? Ah, pour l'instant, on l'a cassé. On l'a déjà testé, pain au chocolat ou chocolatine. Peux-tu me dire qui va gagner la Coupe du Monde de foot? Je crois qu'il y a des gens qui ont testé. Il prend des statistiques et il estime. Mais le truc, c'est qu'oubliez pas, il est entraîné que sur jusqu'à 2021. Tout ce qui est après 2021, il connaît pas. Donc là, il comprend pas la Coupe du Monde de foot. Enfin, si, il va vous donner une réponse, même si l'équipe a déjà perdu. Peux-tu lui demander si Norman est coupable? Par contre, sur l'humour, il y a encore du boulot. Ouais, on l'a pété. On l'a pété avec le mail sur l'envoi d'argent. Alors attends, je vais essayer de le relancer. Des fois, il faut le forcer un peu. Ah si, c'est bon. Ah, ça marche. Je vous écris pour vous informer que j'ai l'intention d'envoyer de l'argent au prince nigérien afin qu'il puisse débloquer. Ouais, non, ça marche pas très bien. C'est pas comme ça un mail. Ok. Rédiger une excuse pour une absence au boulot. Rédige-moi une excuse pour une absence au boulot. Ah, c'est très fort ça. Je vous écris pour vous présenter mes excuses pour mon absence au travail aujourd'hui. Malheureusement, je suis souffrant et je ne suis pas en mesure de me rendre au bureau. Je suis vraiment désolé pour tout inconvénient que cela pourrait causer et je ferai en sorte de rattraper mon travail dès que possible. Non, par contre, vous voyez, cet outil, typiquement, aujourd'hui, il y a une mode sur YouTube, c'est les vidéos à histoire, c'est-à-dire raconter l'histoire de quelque chose. Mais en fait, avec un outil comme ChatGPT, tu écris le script en 2 secondes. Par exemple, tu peux très bien dire peux-tu me raconter l'histoire, je sais pas, je vais prendre de Jacques Chirac peut-être? De Jacques Chirac. Attendez, Chirac. Hop, de sa naissance à son décès, à sa mort, on va mettre. Mort en précisant les dates importantes. Peux-tu me raconter l'histoire de Jacques Chirac, de sa naissance à sa mort, en précisant les dates importantes? On est d'accord, on tente ça? Let's go. Jacques Chirac, il a été le 20e président. Après avoir obtenu une maîtrise de droit en sciences économiques, Chirac commence sa carrière politique en tant que secrétaire d'État aux affaires étrangères. 1981, Chirac a été élu maire de Paris, a occupé ce poste, blablabla. Oh là 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 là. C'est impressionnant. Alors, bon, il est allé un peu vite quand même, il n'a pas écrit un truc très long. Mais vous voyez, typiquement, tu veux écrire une vidéo sur un sujet, c'est des outils qui vont être utilisés, quoi. C'est sûr. Grolm. Allez, oui, on va terminer l'émission ici. Demande-lui un poème. J'ai envie de tester. Est-ce que tu peux rajouter sur un ton humoristique? Vas-y, on teste ça et après je vais arrêter. Peux-tu me raconter l'histoire en présence d'une date importante sur un ton humoristique? Alors, est-ce qu'on l'a peut-être pété? Il va peut-être falloir relancer. Ah, on va le relancer. Par contre, on dit peut-être pas humoristique. Peut-être je l'écris mal. Humoristique. Attends, comment ça se dit? Humoristique ou humoristique? Humor, ouais, c'est humor. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'il aime pas. Il comprend peut-être pas. Humoristique. Attendez, je vais le relancer. J'ai l'impression que ça le casse.
Ah. Alors, on va le faire différemment. On va lui demander avec des blagues. Avec des anecdotes. Tiens. Ah, ah, ah. Ah, il a pas... Il n'arrive pas à le faire. Ok, intéressant. Avec des anecdotes. Peut-être que ça, il va y arriver. Parce que les anecdotes, c'est des trucs plus factuels. C'est dur de blaguer sur notre cher Jacques. Ouais. Moi, il veut pas m'écrire une excuse pour ne pas aller bosser. Ah ouais, moi si, ça a marché. Si. Alors, il a un gna gna gna, donc ça oui, ça on le sait. Ça, ce qui serait drôle, c'est qu'il parle de la pomme, typiquement. L'histoire de la pomme... Non, il en parle pas. Donc il y a encore des trucs qu'il n'arrive pas à capter, ouais. Parce que typiquement, il y a des choses chez Jacques Chirac qui manquent. Vous voyez, même typiquement dans l'historique, je crois pas qu'on ait eu la date du moment où Chirac dit notre planète brûle et on regarde ailleurs, alors que ça fait partie des choses cultes de Jacques Chirac. Ok, non mais c'était très intéressant. On va terminer l'émission ici, mesdames et messieurs. Je sais pas qui on va raid, je vais regarder qui est en live aujourd'hui. Twitch. Qui est en live? Notre maison brûle, pardon. Notre maison brûle. Alors. Oh, il y a Pépipin qui est en live. On va peut-être vous envoyer chez Pépipin. Je regarde qui est en live. Ouais, on va vous envoyer chez Pépipin, je pense. Ça fait longtemps qu'on l'a pas raid. Tac. Tac. Ouais. Eh bien, je vous envoie chez Pépipin, mesdames et messieurs, /raid. Hop. Voilà, faites-lui des bisous de notre part. Et puis, ben, on se retrouve... donc demain, ça sera Léo qui fera le mug, notre cher Léo. Et vendredi, ça sera un nouveau mois, vu que, encore une fois, pour ceux qui avaient loupé l'info, Jérôme n'est pas là cette semaine, il est en voyage pro. Merci Runaway, merci Flop, Sartorial World, merci tous les gens qui ont soutenu avec des subs aujourd'hui. Je vous fais des bisous, bye bye et à demain. Ciao.